Bonsoir. Tebboune à Constantine, Soukhoï et Rachisme. C'est notre titre d'aujourd'hui. Pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le sabir que nous pratiquons entre nous, Algériens et Maghrébins d'une façon générale, le rachisme ou le cachérisme est un peu, si je peux traduire, un bain de foule arrangé. Des gens qu'on ratisse comme on peut, d'un peu partout, à qui on remet des drapeaux, qu'on grime un peu, souvent avec des habits traditionnels, comme cette fois-ci à Constantine, la Mleya et le Gandora Mejbouda à Constantine, et autres Zarnajiya et Bnadriya, pour donner au bon peuple l'image d'une liesse populaire, d'une foule immense qui se bouscule pour manifester son allégresse et ses transes pour le guide providentiel El-Mahdi Al-Muntadhar. Comme d'habitude, c'est toute l'administration locale, les associations de masse et les potentats locaux qui ont été sollicités pour battre le rappel des foules et faire illusion, faire croire aux rachis que nous sommes, que nous avons à notre tête un président bien aimé, bien élu, et qui n'est contesté que par les ennemis du pays. Et bien sûr, pour coller au reportage passionné des journalistes qui commentent les images, il y a aussi, bien sûr, les fameuses techniques des cadrages arrangés, des plans serrés sur la foule, avec des prises de vue depuis plusieurs angles pour diffuser un leurre visuel. L'habituel blocage de la circulation pendant des heures et qui a provoqué des bouchons monstrueux a été encore une fois de la partie. Mais le plus choquant aura été cette nouvelle lubie du président Tebboune ou de ceux qui lui manifestent un zèle frétillant ou de ceux qui veulent peut-être le compromettre, le faire accompagner l'avion présidentiel par un cortège vociférant de chasseurs Soukhoï. 4 appareils ont ainsi escorté l'avion présidentiel d'Alger à Constantine en faisant tout pour se faire voir et entendre. À Alger, où ils ont survolé une partie de la capitale, et à Constantine, où ils en ont fait beaucoup trop. Survolant à basse altitude l'aéroport de la ville, puis toute la ville, comme lors d'une parade, lors d'un défilé. Tout le monde s'est posé la question. Pourquoi ce cortège aérien? Le président serait-il menacé à l'intérieur du pays même? Par qui? Est-ce juste de la paranoïa? Sinon, la protection du ciel algérien serait-elle défaillante au point où l'avion présidentiel pourrait être abattu par un avion étranger ou un missile à l'intérieur même, au cœur même du pays? À moins que le président ne fasse pas confiance aux forces armées du pays, dont il est supposé pourtant être le chef suprême. En somme, l'Algérie nouvelle est toujours la même, entre les mains d'un même système, d'une même incohérence, même si ceux qui sont à sa tête sont dans une logique de chaise musicale. Des El Gouddam, Yabou Alam. Avec nous, Dr Naït Ousliman, Karim
Naïtou Slimane, universitaire, néanmoins militant politique très actif et que j'ai connu personnellement lors du Hirak de la place de la République. Karim Naïtou Slimane, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission, dans ce studio flambant neuf. C'est vraiment un grand plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Et puis mes salutations aux téléspectateurs et à téléspectatrices aussi qui nous suivent depuis l'Algérie. Et puis certainement aussi. Et depuis le monde. Et depuis le monde, la diaspora algérienne, évidemment. Et depuis le Maghreb tout entier. Tout à fait, c'est un plaisir. Merci. Et grande surprise, le retour du frère prodige, si je peux dire, Adel Jabbar, depuis le Canada, militant très engagé pour la libération de son pays, l'Algérie, et lui-même de Constantine, justement. Adel Jabbar, merci d'être des nôtres. D'accord, il y a un petit souci, il va nous rejoindre très vite, Inch'Allah. Karim, à chaud comme ça, c'est quoi cette visite à Constantine? D'abord, si vous me permettez, juste aussi un grand salut à notre frère aîné Adel Jabbar. Ça fait plaisir de le retrouver aussi sur les plateaux de l'analyse politique du paysage algérien. La visite à Constantine, franchement, c'est quelque chose qui me surprend parce que c'est venu de nulle part. Je ne crois pas qu'elle ait été annoncée auparavant. Et surtout, c'est une visite à la fois surprenante sur le fond et aussi sur la forme. Parce que, comme vous l'avez annoncé dans votre édito, c'est une visite qui s'est faite en grande pompe, on va dire, avec des sohoy, avec aussi un accueil digne des plus grandes pièces de Molière, mais avec le derbouka, le pror aussi, on a vu le pror, le bdjaoui, et les Algériens se donnent sur les réseaux sociaux à cœur joie sur ces manifestations de carnavalesques. Zorna, Tabal, والملايا والقندوره قسنطيني ولي بوطونتا لوكو جماعه القصعه واللحيس وكذا. On a vu quand même une surproduction, une surprojection de l'événement. Et puis derrière l'événement, j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux, même la presse algérienne, la presse du système aussi. J'ai essayé de trouver ce qui a été peut-être réalisé, ce qui a été réellement derrière cette visite. Eh bien, je n'ai rien trouvé. Et ça m'a fait penser à une théorie qu'on appelle la société du spectacle. C'est-à-dire, j'ai oublié le nom du philosophe, c'est un philosophe français. En tout cas, il dit qu'à un certain moment, on crée de l'événement à partir de faits, donc on projette du spectacle, mais à un certain moment, la réalité le spectacle va dépasser le réel et on se met à chercher le réel dans le spectacle. Et il a une phrase très, très célèbre qui est qu'à un certain moment, la vérité devient un moment du faux. C'est-à-dire qu'il y a un gros mensonge et au plein milieu d'un tas de mensonges, on essaie de chercher quelque chose de véridique. Et c'est ce qui se passe avec cette visite, parce que lorsqu'on cherche derrière le tabal, les derbouka, les pror et tout ce qui est en train d'être projeté sur les écrans des télévisions algériennes, eh ben on ne trouve que le néant, en fait. Et c'est ce qui me vient à première vue. Après, tout à l'heure, je crois qu'on aura le temps d'aller analyser dans le fond les tenants et les aboutissants de cette visite, parce que le fait, cette volonté de chercher à créer l'événement, parce que c'est ça, c'est la création d'un événement, de nulle part. Pourquoi, à ce moment précisément, pourquoi Constantine, pourquoi pas une autre ville? Et donc, tout à l'heure, peut-être, on va en parler. Oui, certainement, j'espère en tout cas. Est-ce que Adel est avec nous? Pas encore. Pas encore. Alors, j'aimerais que nous passions la soundbite numéro 2, celle des fameux Soukhoy, pour voir un peu.
Merci. J'espère que Adel Jabbar va bientôt nous rejoindre. Est-ce qu'il est avec nous? Pas encore? Pas encore. Karim, moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette visite, parce qu'on a l'habitude de ramener le ghachi, le cachirisme, on a l'habitude avec tout le monde, avec Al Bouteflika, avec tous les présidents, hein, ils ont toujours fait ça. Il faut rappeler que si par exemple, Tebboune, même ceux qui ont voté pour lui, s'ils venaient tous, ils ne rempliraient pas une rue. Absolument. Et les chiffres du vote sont là. Ils ont été dévoilés, divulgués, réels, les premiers avant qu'il ne bidouille la question. Ça veut dire, Constantine, tout ce qu'on a retenu de cette visite, c'est une rage, c'est une colère pour tous les automobilistes de la ville qui ont été bloqués pendant des heures. C'est tout ce qu'on a retenu. Les autres, ils ont été ramenés d'un peu partout, des quartiers périphériques. On leur a même distribué des mlayas, des robes. Vous imaginez une femme qui va accueillir le président en robe Fergani Mejboud, brodée d'or, c'est du cousu humain. Tout à fait. Et donc, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les Sukhoi. Qu'est-ce que ça veut dire? À la limite, si par exemple le président va en France, les Sukhoi l'accompagnent sur les eaux territoriales, jusqu'aux confins des eaux territoriales, jusqu'à le confier à la protection du pays d'accueil. Là, c'est normal, parce qu'ils doivent l'accompagner, il sort du pays, on ne sait jamais, une attaque. Mais à l'intérieur du pays, c'est gravement grave, parce que d'abord, ça veut dire quoi? Tu ne fais pas confiance à l'armée, tu as peur qu'il t'envoie un avion te descendre? Ou alors, c'est un aveu d'impuissance, ça veut dire même à l'intérieur du pays, ton armée ne peut pas te protéger avec tous ces radars, ces chasseurs, ces vedettes maritimes, ces sonars, ça veut dire quoi d'après vous, Karim Slimane? La présence de ces Sukhoi fait partie d'un décor, d'un tout. Ces Sukhoi, dont le but est, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, est de donner une dimension grandiose à un événement, créer l'événement. Fabriquer une image. Oui, fabriquer, surexposer, surmédiatiser. Le Mahdi al-Muntadhar. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on place cette vision dans son contexte. Son contexte, si on regarde le paysage politique algérien depuis, très rapidement, je vais faire court, hein, depuis l'arrivée de Tebboune. Il faut savoir que Tebboune a tout bâti autour d'un slogan qui est « Al-Jazair al-Jadida », l'Algérie nouvelle, qui s'accompagne d'un sous-titre, sous-titré « Al-Jazair al-Montasera ». Al-Qawa al-Dhariba. Qawa al-Dhariba fait partie de ça. Oui. Donc c'est toute l'Algérie victorieuse. Et que les Algériens, au départ, ont accueilli avec une curiosité. C'était quand même quelque chose, on s'attendait, parce que ça venait juste après le Hirak, et donc on a vu quelques caciques du régime en prison, et donc on a vu Tebboune qui est arrivé avec cette force de frappe médiatique pour dire qu'il va changer à la fois les choses dans les formes et surtout dans le fond, avec une production de richesse nationale. Mais quand on regarde, quand on scrute un peu plus, quand on zoome un peu plus sur le résultat, au-delà des annonces, au-delà des effets d'annonce, on va constater que Tebboune, son équipe, a échoué dans la quasi-totalité des projets, je ne dirais pas lancés, parce qu'ils n'ont pas été lancés, des projets annoncés. Parce qu'à chaque fois, ce sont des effets d'annonce, mais il n'y a pas de lancement. Et donc, quand on regarde, si on se rappelle par exemple, rien que le projet, par exemple, d'adhésion aux BRICS, on a vu comment ça a été surmédiatisé, ça a été porté par le président lui-même. Quasiment annoncé comme acquis. Mais annoncé comme acquis, avec un accompagnement médiatique énorme, un battage médiatique quotidien
sur toutes les plateformes, que ce soit la télévision, la presse écrite, la presse électronique, même les réseaux sociaux, même accompagné de certains influenceurs. Ça a été porté même par l'appareil diplomatique, Oui. avec des visites en Russie, une visite en Chine. Et puis, à la fin, le résultat, c'était un camouflet. Après cela, ils se sont lancés sur autre chose. On a vu, par exemple, la question des voitures, par exemple. Une fois qu'ils ont échoué dans les BRICS, ils ont lancé le ministre du Commerce extérieur et le ministre de l'Industrie. Ils ont dit que nous allons, maintenant, ça sera l'économie de production. Nous n'avons plus besoin d'adhérer aux BRICS. Nous ferons les BRICS nous-mêmes. Nous allons lancer les grands projets à la Boumedienne, c'est-à-dire une industrialisation de l'Algérie. Mais vous imaginez le terme. Même les grandes puissances, l'Union européenne a du mal à se réindustrialiser après que son industrie ait été délocalisée en Chine. Tebboune. J'aimerais bien rappeler aussi, entre autres, beaucoup de nombreuses autres opérations de kedbisme. Ouais. Un mot qui vous appartient d'ailleurs, que vous avez inventé, un néologisme, Karimna et Slimane, le kebchisme. Les stikbesh. Ah, les stikbesh. Les stikbesh, c'était à l'occasion de la promesse d'importer un million de têtes de moutons. Ouais. C'est un fiasco. Donc, sur tous les projets, aucune Parce qu'à promesse... l'époque, le roi du Maroc avait demandé à son peuple de ne pas sacrifier pour sauvegarder le cheptel. Voilà. Alors lui, pour montrer que lui, c'est pas comme là-bas, il a dit, je vais importer 1 million de C'est pour créer un effet de contraste. Voilà. Et finalement, c'était un grand fiasco. Oui. Et c'était aussi l'occasion d'une grande opération, de grandes affaires de corruption. Oui. Et l'affaire des moutons a profondément touché les Algériens. Pourquoi ? Parce que cette affaire est très grave, même si d'apparence elle est un peu drôle, mais en réalité c'est de la tragécomédie. Ah oui. Pourquoi ? Parce que les classes qui ont été touchées par cette promesse ne sont pas les mêmes que les classes qui attendaient, par exemple, et qui attendent toujours, par exemple, la production de voitures de luxe en Algérie. Exact. Les moutons, c'était les classes les plus vulnérables, les plus laborieuses. Qui voulaient faire plaisir à leurs enfants. Et qui ont été déçus. Et donc, sur ce dossier, le dossier de l'industrialisation... L'improvisation est régie en règle. Tout à fait. Et donc, depuis 2019, échec sur échec sur échec, jusqu'au grand, on va dire le grand virage, c'est le premier échec diplomatique un peu flagrant qu'on a vu avec l'affaire du Sahara occidental. Parce que cette visite est liée à ça, en fait. Oui. Pourquoi ? Parce que dans l'affaire du Sahara occidental, c'est pour la première fois qu'on a vu, de fait, la diplomatie algérienne reculer. Et la diplomatie algérienne, c'est une institution. C'était, une institution. Je dis c'est parce que les Algériens la gardent toujours en mémoire. Oui. Donc on se disait toujours qu'on peut tout perdre, sauf la diplomatie. La diplomatie, parce qu'on l'a considérée comme un acquis. Elle était flamboyante. Absolument. Il faut le reconnaître. Et dans le dossier du Sahara occidental, même si nous avons essayé par chauvinisme, par patriotisme, de colmater les brèches, mais tout le monde a compris qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ensuite, quelques semaines après, on a vu le vote. La Bérésina. Voilà, le vote Conseil de sécurité, qu'on peut analyser, comprendre. Moi-même, j'ai contribué au débat en faisant appel à des théories de realpolitik de Jean Mersheimer. Mais il faut comprendre que la rue algérienne ne s'attendait pas à ça. Et c'est dans ce contexte qu'il faut placer cette visite. Pourquoi ? Je ne sais pas ce que... on a encore quelques minutes. Je vais me permettre de vous interrompre parce que Adel Jabbar est avec nous. On ne va pas le faire on va laisser, attendre, mais nous pourrons revenir. On ne va pas laisser Adel, mais on reviendra. Absolument, bien sûr. Adel Jabbar, merci d'être avec nous, cher ami. Ça me fait un grand plaisir. Le grand bonjour à notre ami Karim et aux téléspectateurs qui nous écoutent. Merci beaucoup.
Alors, à chaud comme ça, d'abord, votre sentiment sur cette visite dans votre ville, Constantine, et tout ce cirque des Sukhoi qui ont accompagné l'appareil présidentiel, et tout ce cirque de gens qu'on a ramenés par quart entier pour remplir la rurole, hein, comme on dit nous à Constantine, Ça, oui. la pyramide. Hein, alors, Oui. votre sentiment, Adel Jabbar? Ben, franchement, je n'ai pas un sentiment sur ce non-événement. Moi, ça fait très longtemps déjà que j'ai arrêté de m'indigner et d'être surpris par la bérésina de ces moins que rien. Quand j'ai vu le Kedboun hier à Constantine, ça m'a rappelé exactement la visite de Moumdine avec ses gorilles, les tontons Makout, en lunettes noires. Vous rappelez, Adel Jabbar, pardon de vous déranger, Constantine, moi j'y étais quand il a reçu Giscard d'Estaing. Et Oui, c'était oui, le même après ça. parcours, la rurale. Exactement. Je me Et après, rappelle, oui, très bien. et après, ils sont Je me partis à rappelle Stuttgart. que Donc, dans le c'est rond-point, Adel Jabbar, le oui, rond-point de la pyramide, il oui. n'y a jamais eu de gazon ni de fleurs. Ce Non, non, jour-là, il y en ils a ont pas. ramené du gazon dans des camions qu'ils ont mis et ils ont planté des fleurs comme ça. Comme quoi, rien n'a changé. Hein, Il faudrait qu'on comprenne une chose. Ce sont des faussaires. Ce sont des faussaires depuis 62. Le coup d'État du 9 septembre 62, ils sont dans l'outrance, le mensonge, la démagogie et l'ilm. Donc, continuer à parler de ces moins que rien, parce que pour moi, c'est comme ça que je les qualifie, c'est de leur donner une aura, une dimension, une épaisseur qu'ils ne méritent pas du tout. Venir à Constantine, accompagné de chasseurs Sukhoi, quelle est l'intention de ces moins que rien là? C'est d'effrayer encore, de faire des démonstrations de force et de faire ce que moi j'appelle et je considère le contrôle social animalier. Donc c'est pour effrayer les Algériens, c'est pour faire des démonstrations de force, sachant que l'heure du Sukhoi coûte 30 000 dollars. Donc deux Sukhoi l'heure coûteraient de 60 vol. 000 dollars. L'heure de vol. Exactement. Ça sert à quoi? Ça ne sert strictement à rien. Ramener une andouille de cette espèce-là, un ensemble vide, pour faire du remplissage à Constantine, on a vu, des Constantinois n'étaient pas présents du tout. On a ramené des gens, des gens de Barwaguia, Khroub, Massénissa, etc. Généralement des petits-enfants, généralement des gens qui n'ont absolument aucune occupation. Et ils les ont ramenés là-bas. Et moi, je me rappelle quand Sarkozy était venu à Constantine en 2007, ils ont fait le même, comment dirais-je, modus operandi. Donc, ils laissent les gens débarquer en ville et puis ils bouclent les issues. Donc, vous êtes pratiquement castrés et séquestrés. Et ça a dû être la même chose hier. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette visite? Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Absolument rien. Ils ont séquestré la ville, n'ont pas laissé les gens aller au travail. Ceux qui devaient accompagner des malades à l'hôpital, ils n'ont pas pu le faire. Les gens qui devaient rentrer chez eux, ils n'ont pas pu le faire parce que la ville était quadrillée complètement. Donc moi, honnêtement, je ne fais plus cas de ces gens-là. Ce sont des destructeurs qui sont là, qui ont pris le pouvoir par la force, qui continuent à l'exercer par la force et qui ne nous mèneront qu'à la faillite quasi généralisée, à l'effondrement de ce pays-là. Moi, honnêtement, je suis en train de penser à l'après-Kdboul et l'après-régime militaire et l'après-dictature. Eh ben Donc, justement, je nous ferai... allons y arriver, mon cher ami. D'accord. Alors, nous allons voir deux vidéos. L'accueil de M. Tebboune, puis juste après, son annonce où il dit qu'il va se rendre au G20. Et il y a beaucoup à dire là, parce que quand il annonce son probable voyage au G20, il précise le G20 dans lequel l'Algérie est devenue membre. Et ce n'est pas vrai. Et puis nous donnerons la parole à Karim pour finir ce qu'il nous disait et rentrer dans ce que vient de nous annoncer Adel Jabbar sur ce qu'il y a lieu de faire,
une analyse, un décryptage de la situation et des perspectives. لحد الآن شيرنا مبرمجينه من نهاية السنة. عندي سفر نتاع الجزائر صبحة عودوا في الجيفان باش نحضروا في الجيفان، وممكن ألمانيا لماكش نهاية السنة بداية السنة. كريم، C'est dur. c'est dur. أصبحنا عضو في الجيفان. C'est comme le BRICS, c'est comme 1,5 milliard de tonnes, je ne sais pas quoi, d'eau déshydratée par jour. C'est comme... C'est quoi ça? Tebboune est vraiment devenu incontrôlable. Mais à Vraiment, ce point, vraiment. nous sommes devenus membres du G20. Oui, de toute façon, les Algériens ont inventé un terme. Ça s'appelle les tebbouniyet. Oui, Tebboune, qui m'a celle-là. Voilà, là on est à tebbouniyet. Ce qui est, à mon avis, ce qui est analysé dans cette... J'aimerais que nous fassions des interventions un peu brèves pour permettre un échange avec Bien sûr, bien sûr. Je termine sur ce que je disais Oui, tout à oui, l'heure, oui. sur cette surmédiatisation de l'événement. Et d'ailleurs, on constate et on remarque l'omniprésence. Donc, vous avez dans le ciel, vous avez les Sohoy, et sur terre, avec Tebboune, l'omniprésence de Chengriha, chef d'état-major. Absolument. Absolument. Donc, qui se déplace en paire, toujours. Et donc, cette surmédiatisation... Il inaugure lui aussi, il coupe des rubans. Absolument, absolument. La main dans la main. Oui, Vraiment. oui. Et donc, le but de cette opération, c'est vraiment d'essayer de remplir l'espace et d'opérer un passage en force pour occuper, pour exploiter le moment du choc post-vote de l'Algérie, quand même, on le rappelle, dans le Conseil de sécurité. Et donc, dans ce moment, on va dire, post-traumatique politique, eh ben, c'est tenter ce passage en force, impressionner les Algériens, leur mettre plein la vue avec des Sohoy, avec le Pro, Djawid, Derbouka, c'est carnaval fi Dechra. Et là, ça laisse, vous savez, la propagande... Carnaval fi Medina al-Atiqa, la belle Constantine. Oui. Et vous savez très bien que la propagande se base toujours sur l'effet de sidération. Oui. C'est-à-dire, plus c'est grand, Oui. plus ça passe. Oui. Parce que la personne que vous avez en face, le public, est tellement sidéré qu'il reste pontoise, c'est-à-dire les bouches bées. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Les gens ne comprennent pas, parce que derrière, je rappelle, derrière, il n'y a rien eu. Il n'y a rien, c'est du vide. Oui. Quand on analyse, quand on cherche le contenu, on ne trouve rien. C'est littéralement ce qu'on appelle dans le langage des réseaux sociaux la création de contenu. C'est-à-dire, on n'a pas d'événements, mais on crée les événements à partir d'un contenu virtuel. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire sur cette... Oui, alors, nous allons passer, Adel Jabbar, on essaie de faire un peu des allers-retours entre vous deux. Adel Jabbar, votre sentiment, encore une fois, sur ce qui se passe réellement, mais surtout sur ce qu'il conviendrait peut-être de faire. Comment pouvoir procéder d'un éveil des consciences dans ce climat généralisé de coma politique? Bon, moi, je pense qu'il faut tourner définitivement le dos à cette khorda qui s'est accaparée du pays par la force,
ne plus les écouter, ne plus parler de ce qu'ils sont en train de faire et mettre en place, moi j'appelle de ce lieu-là où je suis, à la tenue des assises de la diaspora algérienne. Et ceux qui se sentent capables de confondre leur destin avec celui de l'Algérie de demain, ils n'ont qu'à se manifester, à créer un parti, à lui donner du contenu et du programme politique et à faire des appels à la mobilisation du peuple. C'est la seule issue à laquelle je crois pour mener une révolution pacifique et non violente. Moi, je suis prêt, je l'ai dit sur une chaîne, à mettre en place et à élaborer toute l'ingénierie de la désobéissance civile que je mettrai à la disposition de ce groupe d'Algériens qui constitueront un parti politique et qui appelleront à la révolte pacifique. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Moi, le Zarna Outtaboul que j'ai écouté tout à l'heure m'ont rappelé étrangement Zarna Outtaboul dans le poste en 1988, juste après le 5 octobre. Cheddi Bijli de la Ramo, il est parti en visite, je pense, à Adrar, et puis le responsable, le Mouhafid du coin, ils ne l'ont pas convoqué. Parce que lui, il avait préparé ses troubadours, la Zarna Outtaboul. Et quand les gens de la sécurité sont partis le voir, il lui a dit tu n'es pas concerné par la visite du président, il est venu pour autre chose. La réponse de ce va-nu-pied-là était quoi? دونك رانا مازلنا في هذا المبدا هذا، مازلنا في هذا السياق ومازلنا في هذه العقليه تاع الزره والطبول. Il ne faut s'attendre à rien de la part de ces gens, il ne faut pas s'indigner, il ne faut pas être surpris. La seule surprise que nous devons leur offrir, c'est de tenir immédiatement tête en faisant des annonces politiques et leur dire il y a des Algériens qui sont soucieux du devenir de leur pays et qui sont prêts à se lancer dans la bataille pour libérer cette Algérie et lui redonner comment, Adel Jabbar, il y a eu le Hirak, il y a eu des pointes de manifestations qui ont atteint de l'aveu même du système 20 millions d'Algériens, quasiment la moitié. Mais finalement, ils ont récupéré le Hirak, comme ils ont récupéré 5 octobre, comme ils ont récupéré les révoltes de Constantine de 87, comme ils ont récupéré le printemps berbère. C'est des champions du monde de la manipulation, de la récupération, de la corruption de masse surtout. Maintenant que vous appelez à une révolte pacifique, c'est très bien, mais comment? Comment? Il faut juste qu'il y ait des gens qui sortent de l'anonymat, des gens qui veulent s'impliquer politiquement dans le projet de libération de l'Algérie. Quand vous me dites que le Hirak est sorti, le Hirak n'avait pas pour intention ni pour objectif de prendre le pouvoir. Il y avait plein d'idéologies dans ce Hirak. Le Hirak était sorti pour arrêter le 5e mandat de Bouteflika. S'ils ont pu prendre les choses en main, c'est parce que nous avons déserté. Et il n'y avait pas une élite capable de prendre en charge les revendications du peuple et de les transformer en combat politique. Mais aujourd'hui, nous avons maturé depuis le temps. Nous avons pris de conscience qu'avec ces gens-là, nous allons vers l'enfer. Regardez la situation des Algériens aujourd'hui. Moi, je parle aux gens de Constantine. On me dit qu'il y a des gens qui mangent une fois par jour, qui n'ont même pas de quoi prendre un café. Donc, moi, j'appelle à la mobilisation des Algériens. En France, il y en a plein. On n'a pas besoin d'être 10 000. Comme je le rappelais hier dans une émission, ceux qui ont détruit le communisme en Pologne, ils étaient 17 000 ouvriers. Et ils ont fini par enlever la pire comment dirais-je, le pire des régimes communistes en Pologne. Il n'est pas difficile le problème est un problème d'union, c'est un problème de solidarité, mais aussi et surtout un problème de conscientisation politique. Aujourd'hui, nous n'avons pas des gens qui sortent en face et qui disent aux Algériens, voici un programme. Parce que appeler les gens à sortir dans la rue, moi je suis complètement contre.
Si on appelle les gens à occuper la rue, parce que la rue est un véritable contre-pouvoir, il faudrait qu'il y ait des feuilles de route, il faut qu'il y ait des objectifs, il faut qu'il y ait des stratégies, des programmes, de la planification stratégique. Donc il faut qu'il y ait tout ça. Donc ça prend de la grosse stratégie, et ça c'est disponible. Nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre. Il y a des peuples qui sont passés par là et qui ont réalisé leur révolution pacifique et qui se sont débarrassés de leur dictature. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens à vous, Karim. Oui. Donc, Adel Jabbar qui appelle à l'organisation, à l'établissement d'une feuille de route citoyenne, à l'éveil des consciences politiques pour pouvoir aller vers une vraie transition, vers une vraie démocratie, vers, en fait, chasser ce régime et reprendre la main sur notre propre destin national. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, comment pouvoir aboutir à une solution aussi idéale, j'allais dire? Oui, je pense que cette question pose des problèmes de faisabilité, de possibilité de faisabilité. J'ai déjà discuté avec pas mal de militants sur ça. Et contrairement à ce que dit c'est Adel, que je respecte beaucoup, par ailleurs, le problème n'est pas une affaire de feuilles de route ou de programme. Des feuilles de route, des dizaines de feuilles de route ont été proposées au moment du Hirak. Des programmes aussi, des tentatives, peut-être qu'il n'est pas au courant de toutes les initiatives qui ont été faites, mais il y a eu beaucoup de contacts entre des figures de l'opposition algérienne, des militants qui sont en Algérie, certains qui sont aussi à l'étranger. Et ce n'est pas un problème de programme. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle en politique la faisabilité. Nous avons en face un système qui prend en otage tout un peuple. Et il ne suffit pas d'appeler les gens à sortir de l'anonymat, même ceux qui sont à l'étranger. Il ne suffit pas de les appeler à sortir de l'anonymat pour qu'ils se manifestent. Et pour qu'ils se retrouvent en prison. En fait. Et pour qu'ils se retrouvent déjà tout de suite, la première sentence, c'est évidemment de ne plus pouvoir rentrer en Algérie, de perdre contact avec leur famille. Rappelons que le poète de Hirak, Tajadid, ouais, est à son 8e jour de grève de la faim. Il a été condamné à 5 ans de prison pour des poèmes. Ouais. Rappelons aussi que toutes les figures, et je dis bien toutes les figures de l'opposition, les figures crédibles en Algérie sont soit emprisonnées, soit en tout cas interdites de toute activité politique. Karim Tabo, Fatih Kharas et beaucoup d'autres. Mohsen Belabès, beaucoup d'autres, privés de leur passeport, donc dans l'impossibilité pratique de se déplacer, de rencontrer les gens. Et même à l'étranger, même si ça ne se voit pas, mais il y a eu beaucoup de pression. Beaucoup, énormément. Bien sûr. Et de menaces. De menaces, et de tentations, de propositions à la corruption. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, on te donne. Absolument. Et donc, la question de la révolte ou de la révolution est davantage et moins liée à ce qu'on pourrait appeler des appels ou à des stratégies qui sont disponibles et qui existent, qu'à des conditions de faisabilité qui ne dépendent pas des figures d'opposition. Ça dépend d'une certaine, on va dire, maturation, un certain cumul. Vous savez, ça dépend de l'horloge de l'histoire. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Personne ne peut dire aux Algériens de sortir dans la rue, surtout depuis l'étranger. Personnellement, c'est ma vision. Peut-être que d'autres personnes pensent autrement. Mais à mon avis, c'est très difficile de mobiliser les gens depuis l'étranger. Depuis l'étranger. Mais depuis l'intérieur, ils sont muselés, absolument. Les gens ils sont menacés, ils sont surveillés. Oui, absolument. Et c'est pour ça que je dis que notre rôle, c'est d'apporter un contenu politique. Quand on parle de ce que fait le système, ça n'est pas du commentaire. Nous ne sommes pas en train de faire du commentaire. Nous sommes en train de faire un travail d'analyse pour que les gens comprennent les tenants et les aboutissants de la
situation en actuelle, est, où est-ce absolument. qu'il faudra aller? Où est-ce qu'il faudrait, quelles sont les causes déjà? Où est-ce qu'on en est? Oui. Quelles sont les causes? Et le lien qu'il y a entre le politique ou la politique et le vécu quotidien du citoyen algérien. Parce que le système a réussi à faire quoi? Il a réussi à tordre, à rompre ce lien que les Algériens avaient avec la chose politique, Oui. en vrai. utilisant beaucoup de moyens de Tout le propagande. monde parle aujourd'hui de coma politique. Voilà, absolument. Et donc, moi, si vous voulez, dans l'idéal, évidemment, je rejoins tout appel à se révolter contre ce système. Mais Il y a la faisabilité. il y a les conditions de faisabilité. Adel Jabbar. Les conditions de faisabilité, il faut les réaliser. Ça prend de la mobilisation, ça prend une prise de conscience, ça prend un désir et une véritable volonté pour se dédouaner et se libérer de ce régime-là. Tant qu'on continue à faire des explications et à se dire c'est comme ça parce que c'est comme si, etc., nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette dialectique mortelle et toxique et aller de l'avant. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que le temps à la discussion est échu. C'est fini, il ne faut plus en parler. Adel Jabbar, si je peux me permettre, Adel Jabbar, si je peux me permettre, Oui. parce que je veux comprendre, pour lancer une initiative quelconque, une initiative Oui. politique d'envergure Oui. qui concerne tout un peuple, son destin, il faudrait une élite, il faudrait un noyau, une dynamique, une synergie. Or, en l'occurrence, nous sommes en rang dispersé. Ce régime nous empêche de nous rassembler, de nous parler, de lancer des débats publics. Moi, je ne tiens pas compte de ce que fait le régime. Il est dans son droit de le faire pour se défendre. Tous les moyens sont bons, à la guerre comme à la guerre. Et donc, moi, je ne suis pas étonné par les réactions brutales, violentes de ce régime-là. C'est à moi de m'organiser. Moi, je suis en train de vous dire, soyons 5 ou 6, lançons un appel pour la création d'un parti politique qui fait de la véritable opposition à partir de l'étranger. Et nous allons commencer à diffuser des programmes, des idées, des ordres de mobilisation. Il ne tiendra qu'au peuple algérien de s'unir, de s'unifier, de se solidariser et de répondre à l'appel s'il veut réellement se libérer. Ça veut dire en clair, vous êtes en train de lancer un appel à une organisation politique de résistance, si je peux dire. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Hier, je parlais de la Pologne. La Pologne, la grève de Solidarność à Gdańsk, 17 000 ouvriers. Vous savez, en 88, ils étaient combien? Ils étaient 10 millions de membres de Solidarność. C'était le peuple qui avait intégré le programme de Solidarność et ils ont fini par déboulonner l'ignoble dictature du Parti communiste et de l'armée. Et ils ont libéralisé, ils ont libéré le pays, ils l'ont conduit vers une transition démocratique. Aujourd'hui, la Pologne, où les gens vivaient avec moins de 2 000 $ par an en 1980, les Polonais font 29 000 $ par jour. La Pologne, aujourd'hui, en termes de PIB, elle dépasse la Suisse. Elle fait partie des 20 pays les plus industrialisés, des économies les plus fortes. Ce n'est pas ce Kedbounar-là, qui ne produit même pas l'aide, qui vous dit, je suis membre du G20, tu n'es membre de rien. Tu vas aller là-bas, tu vas occuper un strapont. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en l'occurrence, et face à de telles difficultés, est-ce qu'il n'y aurait pas de possibilité qu'à l'intérieur même du régime puisse émerger une initiative, parce qu'il y a beaucoup de gens au sein du régime qui sont très honnêtes, qui sont très intègres et qui comprennent aujourd'hui que leur pays est en danger, le pays de leurs ancêtres, celui de leurs enfants, quoi qu'ils disent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra se sauver et user des bases arrières qu'il s'est constituées à l'étranger, des comptes en banque faramineux, etc. Est-ce que, depuis l'intérieur du régime, et je ne parle pas de coup d'État pour revenir à la case départ, ça veut dire je prends le pouvoir et je le garde pour moi. Non, pour aller vers une véritable transition, vers une véritable instauration et l'avènement d'un État démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas une telle possibilité au sein du régime? Je ne crois pas une once
à ce type de thèse. Si les gens veulent se manifester, vous savez, pour faire tomber une tyrannie, ça prend une chose très simple. Il faut arrêter de la servir. Donc on ne peut pas être dans la marmite et faire de l'oppositionnisme. Les gens sont là-bas, c'est des rentiers, ils vivent dans un système rentier qui leur convient très fort. Ils s'en foutent royalement des Algériens. Il faut que les Algériens le comprennent. Et l'élite qui parle, qui fait des analyses, il faut qu'elle comprenne que pour ce régime, les Algériens sont des moins que rien. Ce sont des habitants qui ne payent même pas leur loyer. Et donc, ce n'est que du mépris vis-à-vis des gens. اللي نحكموا فيه الدين طلبوا اللي نحكموا فيه الدين دخلوا الحبس زوج سكاير تاع حليب 10 ans de prison الاخر حلف امه دخلوه 50 ils s'en foutent des Algériens. Il faut que les Algériens comprennent que ce régime ne les respecte pas et qu'ils n'ont aucun avenir avec lui. Tant et aussi longtemps qu'on a peur du changement, on n'ira jamais vers la liberté. C'est comme quelqu'un qui me disait hier ou avant-hier, j'aime la liberté mais j'ai peur. J'ai dit, la première des choses que tu as à faire, c'est de transcender ta peur, lutte contre la peur, et après, ensuite, tu vas aller voir ton tyran. Moi, je ne crois plus en ce genre de solution. Le bavardage, ça fait 7 ans, 8 ans que nous bavardons pour rien, et nous ne nous sentirons jamais. C'est-à-dire que la mobilisation fera la différence, parce que la rue, c'est un véritable contrepoids. Moi, il y a des Algériens, des youtubeurs ou des influenceurs qui rappelaient à des sorties. J'étais contre le fait que des Algériens aillent battre le pavé pour rien et rentrer chez eux le soir. Il n'y a aucun intérêt à le faire. Si on sort dans le cadre d'un programme politique, avec une ambition. La seule et l'unique, c'est de chasser ce régime-là. Parce que moi, je suis de ceux qui croient définitivement que ce régime est irréformable. Il n'y a aucune restructuration à faire avec un régime pareil. Restez avec nous, Adel Jabbar. Nous arrivons à la fin de l'émission. Vous allez avoir 2 minutes chacun pour conclure. Karim Naïtou Slimane. Franchement, je suis très, très mal à l'aise avec cette discussion. Parce que pour moi, une révolution ne se discute pas sur les plateaux. Ceux qui font de l'analyse ne font pas de l'oppositionnisme. Je pense que, justement, pour pouvoir parler d'une action d'envergure ou de mobilisation, il faut un travail qui ne se fait pas, je l'ai dit, sur les plateaux. Donc, mais pour c'est moi, une occasion pour s'exprimer. On peut lancer des appels, on peut accaparer le beau rôle. On lance un appel, c'est facile. Parce que moi, je me sens visé et je suis vexé parce que je n'étais pas préparé à cette discussion. Ce genre de discussion ne se font pas comme ça sur un plateau. Et je trouve que traiter les Algériens de cette manière, je suis sûr que, évidemment, la situation est très difficile. Je comprends ceux qui sont frustrés par ce que traverse l'Algérie, mais se lancer dans l'aventurisme et lancer des appels à tout va, au contraire, ça va décrédibiliser l'action politique qui ne se fait pas de cette manière. Si on fait un plateau pour analyser de l'information, on peut le faire. Si on fait une réunion pour discuter avec des partenaires politiques, c'est une réunion. Donc, pour moi, je n'adhère pas à ce genre de méthode. Voilà, mais encore, Karim, faudrait-il accepter de s'écouter les uns les autres Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai parlé des conditions de la faisabilité. On a déjà eu des échanges en privé. Ce genre de discussion doit rester en privé, par respect aux partenaires. Mais mettre les gens comme ça devant le fait accompli, je vous assure que ça décrédibilise l'action politique. Et moi, je m'inscris vraiment en faux par rapport à ce genre de proposition. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire que les opposants discutent, se rencontrent. Ils discutent déjà, je peux vous le garantir, avec le peu de moyens qu'ils ont. Il faut respecter ceux qui sont en Algérie complètement encerclés, diminuer sans moyens, et aussi ceux qui sont à l'étranger travaillent avec le peu de moyens qu'ils ont. Il y a, quand j'ai parlé tout à l'heure des conditions de faisabilité, rien que pour organiser par exemple une réunion en présentiel, il faut des financements, il faut pas mal de choses dont ne disposent pas les militants
les opposants algériens qui sont de simples citoyens. Très bien. Ce n'est pas un problème de doctrine, c'est un problème de faisabilité. Adel Jabbar, vous avez la parole et le mot de la fin. Ben, je veux tranquilliser Karim pour lui dire que mon discours n'est pas un discours frontal en opposition par rapport à ce qu'il dit. J'émets des opinions, comme lui est libre d'émettre des opinions. Nous sommes en train de discuter. Moi, mon point de vue est le suivant. Lui, il a une autre manière de faire. À chacun sa manière de faire et de voir les choses. Maintenant, cette histoire il faudrait s'organiser, il faudrait plein de préalables. Nous allons passer une éternité à faire ce genre de préalables-là et nous ne passerons jamais à l'action. En 1954, il y a eu 5 monsieur, 22 citoyens algériens qui se sont réunis, desquels sont sortis 5 et ils ont déclenché une révolution. Ils ont pris en charge les préoccupations du peuple pour le mener à un combat libérateur. Moi, ce que je suis en train de demander aux Algériens, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de dire nous ne pouvons pas. Vous pouvez, votre destin est entre vos mains. Maintenant, la réalisation de cette révolution-là est entre vos mains. Il n'y a pas de moyen, organisez-vous, la solidarité et l'union, que chacun mette 1 franc et puis qu'on fasse grossir la tirelire et on a les moyens de nous payer des meetings, des trucs. Moi, ce que je veux dire aux Algériens et à notre ami, je ne suis pas la conscience du peuple. Je ne voudrais jamais l'être. Merci. Merci Adel Jabbar. Mission donc arrive à sa fin. Merci à vous deux. C'est un échange très franc, très sincère et je sais que vous vous appréciez l'un l'autre et que tous les deux, chacun de vous m'a parlé de très bons termes de l'autre. Mais c'est très bien comme ça de pouvoir échanger. Merci à vous. Chers amis, de nous avoir accordé votre aimable attention. Bonne soirée à vous.